Bonjour et bienvenue à Nuit d'horreur, une émission qui va vous parler de films d'horreur, de la figure de l'horreur, pas que dans les films, évidemment, mais dans la pop culture et dans les médias les plus connus et les moins connus, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de rôle, le jeu de plateau, et j'en passe. Et donc, pour cette première, on va parler de films d'horreur forcément, mais pas que, on va parler de la figure du monstre. Et oui, parce que le monstre à Hollywood, ou dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle, a une symbolique très 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 particulière. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai un invité de marque qui s'appelle Michi. Bonjour Michi, un journaliste qui est multifacette en fait, on se voit partout, non? Bonjour Kemal, il me semble qu'on se voit un petit peu trop, je pense qu'il est temps de prendre de la distance. Prenons la distance, 1m50 s'il vous plaît. Voilà, nous sommes dans règle. Donc Michi, merci d'être venu. Donc, pour rappeler, on va parler dans cette émission Nuit d'horreur de films d'horreur, mais aussi de médias qui gravitent autour. Surtout les jeux vidéo, parce que c'est ta spécialité, Michi. On va essayer d'un petit peu décrypter la manière dont les jeux vidéo s'inspirent des films d'horreur, de la figure du monstre, mais aussi des creepypasta. Et ça, on Les expliquera fameux creepypasta, vous allez voir ce que c'est assez sympa. Ça se mange franc en général. Ça se mange? Ouais, ça se mange. Ça se mange. Alors donc pourquoi est-ce que j'ai choisi la figure du monstre? Parce que c'est vrai que le film d'horreur, souvent on a tendance à schématiser. Film d'horreur égale un homme avec un couteau qui va tuer des gens. C'est plutôt le slasher par exemple. On a aussi les films de zombies, on a les films d'infectés, enfin voilà, on est un peu dans une galaxie. On a aussi des films crossover, c'est-à-dire un film comme Zombieland qui est à la fois une comédie mais qui joue sur le film de zombies. Mais la figure du monstre ici est très importante, pourquoi? Parce qu'elle a symbolisé dans l'histoire d'Hollywood, mais dans l'histoire aussi du jeu vidéo, quelque chose de très particulier, c'est l'autre, celui qu'on rejette, celui qui est souvent différent. Tu parles de Bill Murray là en fait. C'est vrai, qui tient plus ou moins 4 secondes dans Zombieland, c'est un peu ça. Mais avant de parler de Bill Murray, on va peut-être parler de, je pense, à Hollywood, en tout cas, les figures les plus emblématiques, c'est des monstres. En tout cas, c'était une période très prolifique, ce sont les monstres de la Hammer. Alors, qu'est-ce que sont les monstres de la Hammer? On peut résumer rapidement. Hein. Donc, des monstres qui sont nés dans les années 30, qui sont un peu les créatures mythiques. On peut citer le vampire, Dracula, on peut citer la momie. On peut citer la créature du docteur Frankenstein, parce que souvent les gens pensent que Frankenstein c'est la créature, mais c'est pas la créature. Tu le savais quand même? Non. Ah ben voilà. Voilà, et j'en passe. Alors, pour la petite anecdote, il y avait deux acteurs qui sont mythiques dans l'histoire de la pop culture, qui étaient très actifs dans les films de la Hammer, qui sont Peter Cushing et Christopher Lee, qu'on a retrouvé beaucoup plus tard dans Star Wars et dans Le Seigneur des Anneaux. Deux petites sagas, pas très chères du tout, à faire en tout cas. Le premier avait des petits badges de commandant ou de général, je pense. Et il donnait des ordres à Dark Vador. C'est pas mal, c'est assez badass. Et là, je voudrais rebondir par rapport à toi qui est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo. Dans le cinéma, en tout cas dans le film d'horreur, dans les films de la Hammer, c'était des films entre guillemets dits low budget, c'est-à-dire que en général on considérait les films de genre et surtout les films d'horreur comme n'étant pas des films nobles et donc forcément on les reléguait dans des catégories inférieures. Pourtant ils étaient extrêmement consommés par le public parce que les êtres humains aiment bien se faire peur, c'est logique. Et les figures du monstre étaient très emblématiques. Est-ce que tu peux trouver un parallèle par rapport aux jeux vidéo, à la manière de créer de manière artisanale qu'on trouve un peu dans le jeu vidéo indépendant par exemple? C'est ça, vraiment avec l'explosion du jeu indé en fait, on peut voir que les développeurs qui n'ont pas beaucoup de moyens à investir, qui font ça avec finalement 3 bouts de ficelle exactement comme le cinéma dont tu parles, ils vont miser sur des graphismes, ce qu'on appelle lo-fi, enfin moi que j'appelle lo-fi. Qu'est-ce qu'on appelle des graphismes lo-fi? Mais ça peut partir dans plusieurs directions, hein. On peut avoir un grain VHS. On reviendra tout à l'heure avec, on en reparlera dans Observation de No Code. No Code, c'est des fans absolus de ce fameux filtre VHS. Du filtre VHS qui décline à l'envi des anciennes interfaces d'ordinateur. On a évidemment le pixel art. Oui, alors ça revient qui est décliné. En explosion. Frédéric Reynal l'avait réutilisé pour son retour, un petit peu raté malheureusement, donc le créateur de Alone in the Dark. Hein. Tout à fait. Rien de moins. L'avait utilisé pour son retour. Et la suite qui était Flashback, si je ne m'abuse. Non. La suite non assumée? Non, pas du tout. C'était pas du tout. Flashback c'était par rapport à Another World. Another World, oui, tout Flashback. À fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait une confusion. Je pense qu'il y a des gaz qui sortent du cimetière. Donc VHS, pixel art, beaucoup de. Alors ça c'est la grosse tendance, je dirais, de ces 2-3 dernières années. La PlayStation 1. Nous avons connu la PlayStation 1 quand on avait 25 ans. C'est déjà beaucoup trop récent pour moi la PlayStation 1. Exactement, mais pour toute une génération de nouveaux créateurs maintenant, ils ont grandi avec la PlayStation 1 quand eux avaient 5-6 ans. C'est leur Madeleine de Proust en fait. Exactement, c'est leur NES. C'est leur NES. C'est leur NES à eux, tout à fait. Et donc ils utilisent cette espèce de 3D grossière, polygonale, délavée,
pour faire des jeux vidéo d'horreur et pour utiliser ça finalement comme même un cheval de Troie afin de faire des jeux artistiques, afin de faire des créations artistiques qui ne pourraient pas passer sans l'étiquette, je dirais, horreur. Horreur, parce que ça passe. En fait, en gros, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans des films type Evil Dead, les premiers films soit de réalisateurs comme Sam Raimi et ce genre de réal-là qui utilisaient un peu des subterfuges parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, en trouvant des angles de caméra un peu différents, en inventant un genre qui plus tard a été récupéré par des blockbusters. Est-ce que c'est le cas dans le jeu vidéo? Est-ce qu'il y a des jeux d'horreur qui ont implémenté un style, un genre pour des triple A par exemple? Le plus connu de tous, vraiment, la base de la base, c'est évidemment Doom, que tout le monde connaît. Ça, c'est vraiment, comment dire, ce qui est vraiment remarquable. Doom. La légende de Doom, tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Je ne vais pas faire l'affront de rappeler ce qu'était Doom. Mais en tout cas, il faut vraiment retenir une chose, à mon sens, c'est que ça a ouvert les portes au blockbuster du jeu vidéo. Parce que c'est le premier first-person shooter, maintenant on appelle ça des first-person shooters. Donc c'est-à-dire vue subjective, où vous êtes incarné le personnage et donc vous avancez avec son regard. Mais en 1993, quand c'était sorti, on n'appelait pas ça des first-person shooters, on appelait ça finalement des Doom-like. Des Doom-like, c'est un Doom-like, je me souviens. Parce que c'était un genre à part entière. Ouais, il avait fait avant Wolfenstein, où vous jouiez donc un personnage pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui devait s'infiltrer dans des couloirs remplis de méchants Allemands. Cassé du nazi, exactement. Voilà, exactement. On va peut-être rebondir tout de suite, parce que là, c'était un peu une introduction pour vous parler des différents monstres. Alors, dans les films de la Hammer, la saga la plus mythique, enfin les sagas, c'était les Dracula. On en a vu dans toutes les sauces, etc. Et on rebondira tout à l'heure sur Dracula, parce que ça amène aussi d'autres choses par rapport à la figure du monstre. On parlait au numéro 2, en tout cas après à la Hammer, c'est Elephant Man, un film de David Lynch de 1980, basé sur une histoire vraie, hein, ce pauvre personnage historique qui a pris ce Joseph Merrick, c'est le vrai personnage, hein, qui était atteint de cette maladie, et on l'appelait l'homme éléphant, Elephant Man, et il avait des difformités. En fait, à l'époque, comme il était un peu considéré comme une bête de foire, son visage avait été moulé vraiment avec du plâtre, donc ces moules sont restés. On a retrouvé ces moules et donc David Lynch a réutilisé les moules originaux de cette personne pour refaire le personnage de Elephant Man, hein, que l'on voit dans le film, qui à l'époque les gens se demandaient si c'était vraiment une personne atteinte de cette maladie ou pas. C'est un film qui est en noir et blanc, c'est un film qui traite encore une fois de la figure du monstre. Ici vous aurez deviné, montrer que ce qu'il faut vraiment considérer, ce n'est pas forcément la couche extérieure, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Le message peut paraître un peu basique. Voilà, à l'époque, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal à l'époque. Il y avait aussi l'humanité et qu'est-ce que c'est qu'être un humain. C'est un peu le discours général, en tout cas, de David Lynch. Est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi dans le milieu du jeu vidéo par rapport à un personnage qui soit historique, un personnage qui a existé en tout cas, par ces techniques un peu de bricolage pour réussir à humaniser quelque part une créature qui ne l'est pas. Moi, quand tu me parles aux yeux des humains. Elephant Man, en fait, je repense directement aux origines du cinéma, où est-ce que le cinéma s'est popularisé, et je repense aussi... Entrée d'un train en gare de Ciotat. Exactement, sur des champs de foire, C'est vrai. Je repense à ce film Freak Show aussi, et je repense aux origines même du jeu vidéo qui sont au ciné. Finalement dans les champs de foire, dans les parcs d'attractions. Le premier Pong, c'était dans un champ de foire qui avait en bord de mer en Californie. La première borne Pong. Oui, c'était là. Et après, finalement, les premiers contacts des gens se sont aussi faits, que ce soit dans les salles d'arcade en bord de mer, à la mer du Nord, ou dans les kermesses, dans les UCAS. Et ça me paraît assez intéressant de voir qu'il y a vraiment un tronc commun finalement entre ces deux médias. Et on trouvait effectivement dans les foires, c'est beaucoup moins le cas parce que ce concept justement de phénomène de foire, la femme à barbe, l'homme éléphant, les personnes de petite taille, Peter Dinklage, si tu nous écoutes. Et donc effectivement, ce qui est beaucoup moins, on va dire, présent dans les foires. Je pense que si tu vas dans une foire en 2021, on n'essaie peut-être pas de présenter des créatures de foire. C'est un film qui avait beaucoup marqué les esprits, à mettre en parallèle aussi avec ce film dans lequel Cher joue, qui s'appelait Masque, justement,
Oui. où c'était un petit peu cette idée du Il avait un personnage. 33 tours, c'était un 33 Ouais, tours sur c'est son ça. visage. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Avec cette créature. En tout cas, l'idée c'est de montrer que les êtres humains voient cette personne difforme comme une créature, mais elle ne l'est pas. Et donc voilà. Et donc Elephant Man est peut-être pas considéré comme un film d'horreur a priori, mais il faut se replacer dans le contexte où ils étaient considérés comme des bêtes de foire, donc des bêtes qui faisaient peur aux enfants. Et donc on revient là-dedans. Tout le début une bonne partie du film, si je ne me trompe pas, d'Elephant Man, il porte un sac sur la tête en fait. Oui, il faut pas qu'on le voit. Et le spectateur, est-ce qu'il le voit tout de suite ou pas? Non. Donc en fait, la surprise vient du fait que déjà, on communiquait à l'époque, bon, on était dans les années 80, on communiquait sur le nom déjà qui intriguait et pas forcément sur les visages, les prothèses, ce genre de choses, parce que les enfants pouvaient être choqués. Okay. Bon, ce qui paraîtrait maintenant pour un film tout à fait classique et normal. Okay. Mais le film ne jouait pas sur cette dimension de cacher le personnage. C'est un des premiers films qui met en avant la créature autrement, en tout cas de manière assez claire. Parce que avant on avait des figures du monstre, que ce soit Dracula, les momies et j'en passe, qui étaient clairement symbolisées comme étant les méchants, les bad guys. Ici on arrive avec un postulat, c'est pas sa faute, et on va suivre son parcours et qu'est-ce que c'est qu'être un humain finalement, par rapport au regard des autres. Donc voilà une des créatures, en tout cas cette figure considérée comme celle du monstre. On va passer par justement peut-être le film, la pierre angulaire de l'histoire de la pop culture. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc vous allez voir, les films ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique de date de sortie. C'était plutôt voilà, un patchwork pour vous donner pas mal de pistes. Le prochain, c'est Les Dents de la Mer, Jaws. Bruce, pourquoi Bruce à ton avis? Petit quiz. Absolument pas. C'était comme ça que s'appelait l'animatronique du requin dans le film Les Dents de la Mer. Bruce. Voilà, pour les intimes. Alors, 1975, Steven Spielberg, petit réalisateur pas très connu, il avait quand même fait des trucs avant, hein, mais voilà. On lui confie quand même la tâche compliquée d'adapter ce roman. Voilà. Et en faire le premier blockbuster de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire du film grand public qui attire un maximum de gens en salle. Voilà, avec une campagne d'affiches assez connue, avec ce monstre qui était mis en avant, le requin. Ce film est très intéressant pour plusieurs choses. En fait, Steven Spielberg a failli se faire renvoyer à la moitié du tournage parce qu'en fait, les producteurs avaient investi énormément dans cet animatronique, ce requin, donc qui n'était pas un vrai requin, je vous rassure, qui ne marchait pas Qui en du plus tout, forcément devait être dans l'eau. qui devait être dans l'eau, qui ne Ce qui peut fonctionnait compliquer jamais. les choses, comme on le sait avec Waterworld par exemple. Oui, Bref. ça, on en verra, effectivement. L'eau c'est quand même la merde en C'est- général. L'eau, les animaux, les enfants, jamais tourné avec ces trois éléments. Et donc, Jaws, les producteurs voulaient absolument qu'il y ait un maximum le requin présent à l'image, mais Steven Spielberg avait compris que le requin était quand même peut-être un peu gag, même s'il avait des plans, il avait l'air assez réaliste, et donc il fallait suggérer le monstre par l'absence. C'est ce qu'on appelle la présence par l'absence. Concept très présent en théologie, voilà, où on ne peut pas représenter forcément dans toutes les religions la divinité. C'est aussi un concept philosophique et sociologique très intéressant. Et c'est lui qui a implémenté, en tout cas dans la mise en scène, le fait que dans un film d'horreur, ce ne soit pas forcément grossier. Qu'on puisse faire d'un film grand public et d'un film d'horreur un film d'auteur. Est-ce que tu te souviens de ta première vision des Dents de la Mer? Moi, ce dont je me souviens surtout, c'est évidemment les fameuses notes de ta-la, ta-la, qui viennent et qui illustrent à merveille ce que tu dis, c'est-à-dire de suggérer finalement par le son. Parce que je me souviens évidemment de cette mâchoire qui sort de l'eau. Je ne me souviens plus si c'est dans le 1 ou le 2 et qui vient directement mordre à l'arrière du bateau. Dans le premier. C'était dans le premier, ok. Assez impressionnant. Et il y a aussi un plan en contre-plongée très impressionnant du protagoniste qui se retourne vers la caméra et à ce moment-là, le requin arrive. Et là, ça a sursauté dans les salles à l'époque. Mais je pense que je ne suis pas le seul, donc vraiment ce son est resté gravé dans ma mémoire. Et c'est quelque chose, et ça tu reviendras après par rapport à ta liste, oui. Mais c'est dans Alien Isolation qui fait partie de mon grand jeu vidéo. Qui rend top hommage 5, premier, le top 5 dont on reparlera peut-être plus tard si on a le temps. On fera justement un petit top 5 des jeux vidéo à conseiller en rapport avec l'horreur et cette thématique du monstre. Mais donc Alien Isolation, pas de gore,
C'est le même procédé d'ailleurs dans ce jeu vidéo. Exactement, pas de scène absolument ensanglantée. L'idée de Alistair Hope, qui était le chef de projet, un ancien DJ et producteur de la scène de Brightons des années 2000, qui a remixé les Chemical Brothers notamment. Ce que je disais, c'est quand même marrant, remixer les Chemical Brothers. Est-ce qu'il y a un remix du remix du remix? Écoute, je crois que je vais tomber de mon tabouret si tu continues avec tes mises en abîme, regarder derrière les yeux tout à l'heure, bref. Oui, se regarder les yeux. Se regarder les yeux. Donc, Alistair Hope, grand fan de son, a dit directement à toute son équipe, moi je veux que le jeu soit, la moitié du gameplay soit axé sur le son. En fait. Il a raison. C'était quoi? Pour revenir très rapidement, Alien Isolation, il fallait aller d'un point A à un point B du vaisseau sans se faire attraper par le xénomorphe, tout simplement. C'est-à-dire c'est un jeu d'infiltration, on essaye de se planquer derrière des meubles, dans des armoires, il y a de la fumée au loin, on se demande s'il est passé par là, etc. Et la bête, le xénomorphe, avait une intelligence artificielle qui détectait les sons. Les bruits, donc dès que tu bougeais, dès que tu disais tu t'enfermais dans une armoire, dès que... C'est assez vicieux comme procédé. Le plus vicieux, c'est que les développeurs ont vraiment poussé à fond l'idée d'armes à double tranchant, en fait. Ou par exemple le détecteur de mouvement de l'alien, qui est très connu aussi, parce qu'il fait ces petits... Très mythique dans Aliens, et qu'on le voit déjà dans le premier, dans le deuxième, avec les GIs. Qui permet finalement de voir plus ou moins où est la bête, parce qu'évidemment la voir très précisément ça aurait été trop facile, mais qui en même temps, ce petit POC, en fait, la bête peut l'entendre, le xénomorphe peut l'entendre, et finalement ça peut se retourner contre vous, parce que plus il se rapproche, plus l'alien est susceptible d'entendre l'outil que vous utilisez. Donc, pareil pour aller se planquer dans une armoire, dans un casier, pour ne pas qu'elle vous voie, le simple grincement du métal de la porte peut aussi vous faire repérer. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, brancher ou pas brancher le détecteur, je sais pas. C'est un choix cornélien, comme on dit. Tout à fait. Voilà, donc cette présence par l'absence, Spielberg est l'inventeur du blockbuster. Il a redéfini le genre, il a redéfini même Hollywood. On va revenir peut-être un peu en arrière, on va changer un petit peu de continent parce qu'on parle beaucoup d'Amérique du Nord. On va revenir avec le Japon et Godzilla. Pourquoi Godzilla? Parce que Godzilla, c'est une créature mythique au Japon, mais maintenant dans le monde entier. Il y a eu plus de 30 adaptations en cinéma. Et je ne compte pas tout ce qui est bande dessinée, jeux vidéo, comics, etc. De cette créature, il y a le film mythique de 54 de Ishiro Honda. C'est une créature qui est ancrée dans la pop culture japonaise. Et avec le prisme et la métaphore forcément à l'époque du nucléaire, de la bombe, des bombes Hiroshima, Nagasaki. Plus tard, souvenez-vous, quand les Français avaient lancé les essais dans le Pacifique, on avait ressorti un Godzilla dans lequel c'était les Français qui auraient réveillé la bête via une mutation dans le Pacifique. Et avec le méchant Jean Reno, qui joue toujours le méchant dans les films, qui est très connu, qui est une légende au Japon et un jeu vidéo d'ailleurs avec Jean Reno. Il apparaît dans énormément de publicités pour du whisky, pour des voitures. C'est un petit peu le Bill Murray. Avec Bill Murray, c'est un peu le club des publicitaires. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Pour rajouter sur le nucléaire, il faut vraiment préciser que le Japon, c'est le pays des catastrophes naturelles. Donc, ils ont connu les tsunamis avant les tsunamis. Tsunami, tremblement de terre, c'est quelque chose qui est très très commun. C'est quelque chose avec lequel le pays doit composer mois après mois. C'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie culture. En fait, les constructions sont toutes antisismiques et il y a une véritable culture pour ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir d'aller au Japon. Il y a une vraie culture du non-risque dans le quotidien. C'est-à-dire que l'escalator, quand vous descendez un peu avant la fin de l'escalator, il y aura toujours une petite voix qui va vous prévenir et vous dire attention, vous arrivez à la fin de l'escalator, attention, les portes du bus vont se fermer. Il y a une culture du non-risque. Attention, ce jeu vidéo est trop cher. Est-ce qu'il y a ça dans le magasin, non? Malheureusement, non. Ah non, oh, zut. Mais ça serait bien, n'empêche. Tu as vraiment une culture du non-risque comme ça, en fait, parce que c'est un pays qui a été marqué énormément. En fait, donc, dans Les Dents de la Mer avant, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont vu une analyse métanarrative sur l'écologie, les dangers de l'écologie, l'obsession du tourisme de masse qui est syncrétisé, symbolisé par le requin. Ici, Godzilla, c'est aussi encore une fois les dérives écologiques, les dangers du nucléaire, les dangers des catastrophes naturelles
c'est un peu la nature qui se venge, mais de manière encore plus exagérée que dans Les Dents de la Mer. Et il y a un rapport qui est vraiment aussi très affectif des On Japonais l'aime, hein, Godzilla. avec Godzilla. On l'adore, Godzilla. Mhm. C'est ça qui est incroyable. C'est un petit peu comme si ils avaient voulu, le Japon avait voulu finalement exorciser ses peurs, parce que je ne sais pas combien d'épisodes, combien de films, une soixantaine de films. Bah, en tout cas, il y a eu il y en a en tout cas minimum une trentaine, puis il y a tous les spin-offs, il y a énormément, enfin voilà. Et les Et donc crossovers au aussi. fil de tout ça, finalement, c'est vraiment rentré dans la pop culture. On trouve des peluches Godzilla, on va trouver des Godzilla kawaii en publicité pour attention, les Kawaii, enfants, ne j'adore. rentrez pas trop tard à la maison. D'accord. Il y a tout un pan de Godzilla kawaii qui est là. Et ça c'est intéressant, mais dans le jeu vidéo, je me souviens, je pense, tu m'as dit qu'il n'y avait pas joué, je pense que c'était sur Super Nintendo, le SimCity. Il y avait Oui. un level où tu pouvais jouer dans la ville de Tokyo et tu pouvais donc générer des catastrophes naturelles et tu avais un Godzilla qui défonçait des buildings. Ok. Et il y a ça dans le jeu vidéo Rampage aussi, c'est pas un Godzilla mais une des deux créatures qui est un gorille inspiré de la créature dont on va parler après. Wow, spoiler. Donc dans le jeu vidéo, et spécialement au Japon, on a quand même cette culture du monstre qui détruit tout. Oui, oui, et malheureusement, pour revenir à l'exemple de Godzilla, il n'a pas toujours été très bien traité C'est vrai qu'en jeu dans vidéo, cette adaptation de Ouais. jeux vidéo. Mais finalement, c'est un petit peu comme pas mal de super-héros. Si tu regardes Superman aussi sur Mhm. Nintendo 64, par exemple, c'était une grosse c'est daube. vrai. Beaucoup de jeux Godzilla, c'était le principe de la licence avec un temps de développement qu'il fallait qu'il colle à la sortie du nouvel épisode, Mhm. et donc des équipes pressées à leur maximum. Donc Ce qui arrive malheureusement, souvent à dans ma les sorties, connaissance, mais peut-être que je me Mhm. trompe et nos Twitchers dans les commentaires le modifieront, mais je ne connais pas en tout cas de bons jeux Godzilla, hélas. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, trouvez-nous un bon jeu Godzilla ou faites-le. Haha. Ça me rappelle dans Nuit en Enfer. Non mais je ferai pas la blague, c'est beaucoup trop osé. Les Pas. catastrophes naturelles, toute dernière petite parenthèse, un jeu Mhm. que je conseille vraiment par rapport à ce rapport à la catastrophe naturelle et le Japon, c'est un jeu qui s'appelle Tokyo Jungle. Oui. C'est sorti il y a 5-6 ans d'ici. Mhm. Et le pitch, c'est que on se retrouve finalement avec un Tokyo vidé de son humanité et envahi par des meutes d'animaux différents, de différentes espèces. Encore des monstres, c'est toujours l'autre, le méchant. Ce sont des animaux classiques. Ah, ils sont classiques, c'est Ce pas sont des ils animaux classiques. Ils sont Ce pas des déformés. tigres, ce sont des chihuahuas avec Des tanuki. ça je sais pas, je Ah suis ouais. pas allé assez loin malheureusement. Mais donc Tokyo Jungle, vraiment un jeu à essayer. Excellent. qui parle de tout ça. Et donc voilà, donc ça c'était très important aussi de rebondir par rapport à cette figure du monstre parce qu'il y a son penchant américain, on peut le dire. King Kong, film mythique de l'histoire du cinéma de 1933, utilisant la technique de stop motion notamment. Monstre de fiction, hein, ayant l'apparence d'un gorille géant, je vous le donne en mille. La première fois, comme on l'a dit, c'est en 1933, film qui avait fait le tour du monde, impressionnant de par sa technique pour l'époque. Imaginez un petit peu, c'est un petit peu comme si vous alliez voir aujourd'hui un MCU, un film du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Ça devient une icône. Pour la petite histoire, je suppose que tu en parleras, Michi. Tout le procès que Nintendo a eu vis-à-vis de Donkey Kong et qui a été gagné par cet avocat qui s'appelle Monsieur Kirby, si je ne m'abuse, qui a donné le nom à un autre jeu. Et donc, beaucoup de gens y ont vu des métaphores. Hein. Donc, la créature qu'on essaye de dompter, que l'on enchaîne, qui se libère de ses chaînes et donc qui détruit tout ce qu'elle voit sur son chemin, avec évidemment le symbole du Empire State Building, voilà. Et est-ce que tu as vu un peu d'autres métaphores? En tout cas, Mais King moi, pour Kong. revenir à ces métaphores, est-ce qu'on ne fait pas trop de suranalyse et de surinterprétation Faut demander à Tarantino ça. sur le premier, parce que sur le tout premier King Kong, par exemple, Le 33? celui qui était en 33, est-ce que le but finalement, c'était pas de faire une attraction foraine, hein, on reparle des attractions foraines, Ouais. de ce côté fric, etc., un ride à la Disney, qui a aussi des rapports au cinéma, pour en mettre plein la vue Bah, des gens. ceux qui ont vu le film de David Fincher, Mank, qui parle de Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane, joué par Gary Oldman, et ben effectivement, on voit que cette culture des studios, c'était de créer un maximum de films de divertissement C'est pur ça. et dur. Après, que c'est un peu ce qu'on disait aussi, hein, est-ce que la Joconde a vraiment une signification ou pas? Est-ce que telle installation a une signification? C'est un peu la symbolique de l'art et la beauté de l'art. Et le cinéma est un des arts, tout comme le jeu vidéo. Où Mais finalement...
les enfants qui ont grandi avec ces œuvres-là des années 30, etc., sont devenus des réalisateurs adultes qui ont voulu peut-être insuffler quelque chose d'autre dedans. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette mécanisme? On le soulevait aussi hors antenne, hein, on parle beaucoup hors antenne en fait. Peter Jackson, qui était un grand fan du King Kong 33, ça a été son gros fantasme d'en faire un. Il générait tellement d'argent avec la trilogie du Seigneur des Anneaux que les studios ont dit allez, fais-toi plaisir mon ami, va faire un petit King Kong. Voilà, et donc effectivement, lui, il a été fasciné, même s'il l'a découvert beaucoup plus tard. Hein, il n'a pas vu le film à sa sortie, il l'a découvert un peu plus tard. Mais voilà, effectivement, on a tous nos références qu'on réutilise, qu'on récupère, d'estrade dans d'estrade. Est-ce qu'il y a... Bon, encore une fois, je reviens avec Rampage. Oui. Tu voulais peut-être dire quelque chose avant par rapport à ça? Le King Kong de Peter Jackson, j'en profitais pour rebondir sur l'adaptation d'Ubisoft. Oui. À l'époque, c'était en 2006, 2005. Ouais. Et on n'avait vraiment pas un jeu qui était formidable. Je pense que Michel Ancel avait coproduit, Tout à fait. avait coproduit le jeu, ou même produit le jeu en plus. Mais par contre, moi j'en ai retenu quelque chose d'assez intéressant, et c'est une des bonnes idées de Michel Ancel, c'est-à-dire donner aux joueurs la possibilité de prendre sa revanche. C'est-à-dire que pendant toute une partie du jeu, on joue un chasseur lambda muni d'un pauvre fusil qui a 3 pauvres balles. On essaie de tirer sur King Kong, en sachant que ça ne va pas marcher, on le fait quand même, et puis voilà, ça ne marche pas. Donc on prend ses jambes à son cou, on doit s'enfuir, monter dans un canot, etc. Et il y a un twist en fait, au bout du tiers du jeu, vers la moitié du jeu, je me souviens très bien, où on incarne un T-Rex qui va commencer à se battre contre King Kong. Et là, il y a vraiment ce sentiment de revanche. Peut-être remonter un peu le micro pour le son. Ok. Voilà. Et là, il y a vraiment ce sentiment de revanche qui est quelque chose qui m'a marqué et qu'on retrouve en fait par la suite dans pas mal de gros blockbusters. Je pense notamment au dernier Call of Duty Black Ops qui utilise exactement la même ficelle. Ça, c'était la petite parenthèse. En fait, on a l'occasion de se venger contre sa créature qui nous a tant fait souffrir en début de jeu. Quoi. Exactement. Où on revient en mode encore plus badass. Donc voilà, donc c'est très important encore une fois. Il y a Rampage aussi. Donc j'ai joué beaucoup à Rampage, un jeu vidéo d'arcade qui a été adapté au cinéma avec The Rock. Voilà, je laisse les gens regarder, couvrir et donner leur avis. Est-ce que tu as connu le MS-DOS 5.0? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Est-ce que tu savais qu'il y avait un jeu qui s'appelle Gorilla.bat qui était caché en fait? C'était une espèce de Easter egg dans le système d'exploitation. Et en fait, tu ne détruisais pas d'immeubles, mais par contre, tu incarnais un gorille et tu devais lancer une banane en indiquant les coordonnées verticales et horizontales. Et tu avais une puissance de vent et tu devais faire un maximum de dégâts sur les immeubles en lançant la banane. Nerd alert. Attention, Nerd alert. tout à fait. Alerte nerd. Non mais c'est bien. C'est le concept de Easter egg très important et on va revenir là-dessus justement par rapport aux Easter eggs tout à l'heure. Vous allez comprendre. On en reparlera dans No Players Online parce que ça a quand même provoqué quelque chose d'assez incroyable au niveau belge en plus. Un truc de fou. Donc un jeu d'horreur avec ce concept d'Easter egg hyper puissant. La figure de King Kong est peut-être la plus emblématique en termes de monstre stigmatisé, etc. On se prend d'affection pour lui à la fin. Il y a eu beaucoup de versions de King Kong évidemment. Mais on va revenir justement par un grand film qui n'a rien de prédestiné à ce que ce soit un grand film, parce que à la base ça devait être un téléfilm. Le Bram Stoker's Dracula, enfin le film Dracula de Francis Ford Coppola, film entré dans le panthéon de l'histoire du cinéma comme étant un immense chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. Le roman de base de Dracula, peu de gens ont en tout cas y avaient vu cette analyse de Bram Stoker, était aussi une comparaison, en tout cas, à la figure du vampire, celui qu'on rejette, celui qui est différent, celui qui vit la nuit, aux malades, aux syphilitiques, atteints de la syphilis. Francis Ford Coppola, dans sa relecture du film, on est en 92, les années entre guillemets SIDA, où on a en tout cas beaucoup moins d'informations que maintenant. La figure du séropositif est considérée comme le rejeté, le malade, celui qu'on ne peut pas soigner, qui vous infecte. Et donc cette notion de l'infection chez le vampire, c'est quelque chose qui est très 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 présent dès les débuts, en fait, l'infection, celui qui vous contamine en fait quelque part. Et c'est très, si vous regardez le film de Francis Ford Coppola, Dracula, qui est un chef-d'œuvre, sous cet angle-là, vous comprendrez un petit peu. Et à la fin, on se prend d'affection pour lui. Qui est à la fois victime finalement et bourreau, voilà. Quoi, que ce soit dans le cas du SIDA ou. C'est ça. Et alors, le film est effrayant, vraiment. Moi, il y a des scènes qui m'ont effrayé, vraiment encore maintenant, dans l'épouvante. On est vraiment dans de l'épouvante pure.
Et voilà, et donc on est toujours aussi entre ces moments d'épouvante et ces moments de sympathie. Il réussit à créer ce sentiment très ambigu de cette figure du monstre qui est finalement protagoniste et qui n'est pas l'acteur, hein, enfin, Keanu Reeves qui joue dans ce film, ni le chasseur, le fameux chasseur Van Helsing. C'est la première fois qu'on a ça en fait. Une des premières fois. En tout cas, c'est l'une des premières fois où un grand monstre du cinéma s'attaque aussi librement et de manière assumée. Je veux dire qu'on a que le héros et le vampire à l'écran. C'est-à-dire que le vampire héroïque, c'est pas quelque chose qui est très vendeur dans les années avant. Et c'est dans les années 90 où on a cette résurgence des personnages imparfaits qui ont existé avant. Mais on a de plus en plus, avec la maturité du cinéma, le concept de personnage imparfait qui n'est pas le surhomme qui arrive à tout résoudre. Dans le jeu vidéo, c'est quelque chose aussi d'assez présent ou pas? Moi, je pensais mature. Je pensais à ce propos du VIH et à Ford Coppola, qui a lui aussi il a dû grandir en fait finalement avec cet âge d'or du cinéma. C'est d'ailleurs un hommage totalement assumé. Et lui aussi finalement a recyclé ce côté attraction pour le transformer avec un film, je dirais, qui est un peu plus de micro. Un message, le micro, mon Dieu. Et oui. Un message, hein, c'est encore un exemple supplémentaire. Oui, exactement. Et voilà. Et donc. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu dans ta question. Mais non, voilà, la figure du bad guy, la figure du bad guy guys que l'on incarne dans le jeu vidéo, il y en a, ils sont très rares. Hein, mais être méchant dans le jeu vidéo, c'est encore assez rare finalement. Si on se penche sur l'histoire, ça a commencé assez timidement. LucasArts l'a fait, notamment avec un jeu qui s'appelle TIE Fighter. Il y en a un à l'étage ici d'ailleurs. Dans le public, s'il y en a qui nous écoutent, vous avez joué à TIE Fighter, non? Moi, c'était 1994, j'avais 14 ans, je devenais dingue. TIE Fighter, où finalement, on était un pilote de chasse de méchant. Hein, les méchants. Tout à fait. Les méchants. Après Dark Force, en mode FPS. Et, pardon. Non, mais j'allais dire justement, on a toujours tendance à dire que le pilote de TIE Fighter, le méchant, ça se trouve, il a une famille, des enfants, il paye des impôts. Exactement. Il a une famille à nourrir aussi. Hein. L'Empire veut juste l'ordre dans la galaxie. Mais l'employé de l'Empire, lui, il n'a pas le choix. Non, tout à fait. Exact. Ouais. Bon, voilà, non, mais c'est important de dire que c'est un jeu vidéo qui a un peu intéressé le côté on est des bad guys. Mais moi, je veux dire que voilà, pour ça, vraiment big up à LucasArts d'avoir eu les balls de faire deux jeux, en tout cas Dark Force, le FPS, où on incarne un soldat de l'Empire. Et TIE Fighter. Après, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il y a Dungeon Keeper. Hein, Dungeon Keeper, oui, tout à fait. Où finalement on est assez légitime. On essaie simplement de défendre son donjon de stupides chevaliers qui essayent de venir looter tu joues le trésor. PNJ. En gros, tu joues le PNJ. Oui, exactement. Je me trompe peut-être. Tu te souviens de ce jeu vidéo mythique Planescape Torment? Oui, mais je n'y ai pas joué. Je n'ai pas expérimenté. Parce que si je ne m'abuse, tu joues un amnésique, voilà. Okay. Dans l'univers de Donjons et Dragons, Planescape, c'est entre les plans, voilà. Et tu t'aperçois au fur et à mesure que tu n'es pas aussi cool que ce que tu penses l'être. Si je ne m'abuse, mais je vais un peu creuser parce que c'est un jeu auquel je n'ai plus joué depuis extrêmement longtemps et je me demande si c'est pas ça c'est intéressant. C'était dans les années 90, ça, milieu des années 90. Milieu des années 90, c'est ça. C'est intéressant parce que finalement, Last of Us Part 2, où on incarne Ellie, bon attention, spoiler. Spoil, mais il y a prescription, on peut y aller. Une jeune fille, pour ceux qui ne connaissent pas la série, dans un monde post-apocalyptique zombiesque, dont le père d'adoption, dont la relation était narrée dans le premier épisode, est décédé. Elle part finalement sur la revanche de cet assassinat, qui ne démarre pas vraiment sur une revanche, mais enfin ça voilà, il y a des subtilités, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et donc au fur et à mesure de ce jeu, au fur et à mesure où on égorge des parties adverses pour aller sauver finalement le meilleur ami de son père qui est décédé, on se rend compte que les personnes, les différents clans qu'on égorge ont une famille, ont des amis, jouent à la PlayStation portable, à Hotline Miami. Il y a un énorme caméo de Hotline Miami, il est génial, Hotline Miami dedans. Donc il y a une fille qui joue à Hotline Miami sur sa Vita, non, je pense que c'est sa Vita, on doit égorger cette fille. Autant placer ses propres produits. Hein. Exactement. Ses propres produits, ouais. Non, c'est Devolver. Mais enfin, je crois que c'était une exclusivité. Et donc, au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que finalement,
la zone entre les gentils et les méchants est totalement effacée. On commence à avoir de l'empathie pour les adversaires et on commence finalement à être dégoûté. Moi, c'est la première fois que j'ai vécu ça, à être dégoûté par les comportements de sa propre héroïne. Où on voit qu'elle fait tout pour se fermer les yeux face au génocide qu'elle est en train de commettre. C'est quelque chose qui est assez formidable. On devient le monstre, quoi. On devient le monstre, et c'est formidable parce que c'est Naughty Dogs, qui est très connu évidemment pour sa série des Uncharted, et qui avait été vertement critiqué pour Uncharted, où en gros Uncharted en fait c'est un Tomb Raider, un Indiana Jones, pardon, enfin ça pourrait être aussi un Tomb Raider, Ouais, Tomb Raider. un Indiana Jones où on élimine pour la quête d'artefacts des centaines et des centaines de pauvres soldats qui n'ont rien demandé en fait. Voilà. Et donc en fait ça aussi Gratuitement. c'est très important dans le milieu du jeu vidéo, qui était aussi quelque part un problème dans les débuts d'Hollywood et du cinéma, le côté peut-être moins manichéen qui arrive avec la maturité du jeu vidéo. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus de personnages qui peuvent être à la fois bons ou méchants, des monstres et des gens à valoriser. Enfin voilà. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant important. parce qu'on voit ça dans un concept, dans un contexte de grosses productions qui engloutissent 200 millions, 250 millions de dollars. Donc ça c'est le budget par exemple de The Last of Us 2. Ça doit tourner dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas Sans exactement. le budget marketing. Voilà. Mais globalement, oui, c'est peut-être même plus. Hein. Et c'est quelque chose qui n'existait en fait finalement absolument pas du tout il y a à peine 5 ans d'ici, qui restait cantonné dans le jeu vidéo indépendant, où on avait des budgets plutôt de 200 000 euros par exemple, ou de 300 000 euros. Et ça c'est vraiment un fait notable à remarquer. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le dernier God of War. C'est très poussé par Sony, hein. Je ne veux pas faire la publicité de Sony. On tape le micro. Pardon. Voilà. C'est quelque chose qu'on a vu dans le dernier God of War, aussi avec le thème de la paternité. Hein. Qu'est-ce qu'être père? Je me pose la question moi-même. Star Wars a répondu plus ou moins à la question. Oh oui, Mandalorian. Par exemple. Avec Baby Yoda. Baby Yoda. Mais c'est un autre débat. Tu veux qu'on parle de Baby Yoda? Non, c'est passé pour une Tu autre veux qu'on parle fois, ça. berceau? C'est pas un monstre, Baby Yoda. Enfin, ouais, non. Il avale des œufs. Il avale des œufs d'une espèce en voie de disparition. C'est un génocidaire, c'est vrai. Alors, on va peut-être dans la liste des films que j'ai choisis. Donc, je rappelle, Nuit d'horreur, film qui va, enfin film. Ouais, c'est un film en fait. Non, émission qui va parler de films et de médias dédiés à la pop culture en rapport avec le thème de l'horreur. Et aujourd'hui, j'ai décidé expressément de choisir la figure du monstre qui est stigmatisé, considéré comme l'autre, rejeté, l'étranger, et celui qui est peut-être pour moi le plus important, le plus puissant de l'histoire du cinéma. Et oui, j'ose affirmer qu'il s'agit pour moi d'Alien. Oui. Ridley Scott, 1979. Pour la petite anecdote, Ridley Scott a pitché Alien comme étant les dents de la mer dans l'espace. Première question, est-ce que tu es d'accord avec ça? A priori, oui. A priori. En tout cas, c'est ce qui lui a permis de vendre le film. Ok. Alors après, les analyses métanarratives, certaines viennent de Ridley Scott, qui est quand même quelqu'un assez intellectualisant, on va dire. Certains ont aussi parlé beaucoup de psychanalyse dans ce film. Donc pour le rappel, il s'agit d'un équipage d'un vaisseau qui décide d'inviter un illégal sur leur vaisseau et qui les détruit un par un. Donc ce xénomorphe qui sort du ventre de John O, donc le personnage qui se fait incuber par les facehuggers. Vous connaissez l'histoire. Ce qui est très important ici, c'est plusieurs choses. Un, la thématique du mal. En fait, le mal vient de l'intérieur, vient de l'être humain en lui-même, puisqu'elle sort de son ventre, presque il donne naissance. Bon, Geiger, qu'on connaît tous, l'illustrateur, les designers de ces créatures, et quand même aussi des grosses symboliques très sexuelles, phalliques, et j'en passe, avec un côté aussi infernal. Il y a aussi des thématiques de la bête qu'on doit maîtriser, le je, le moi, le surmoi en psychanalyse. Donc beaucoup de gens y ont vu peut-être de la surinterprétation. Est-ce que tu avais vu un film d'auteur dans Alien la première fois, ou est-ce que tu as juste voulu bondir de ton siège? Non, mais c'est vrai qu'on ressent en tout cas ce côté justement film d'auteur. En parlant de la créature et de la pire des créatures, moi j'ai cette réplique de Ripley finalement dans le deuxième. Je sais ce que tu vas dire, vas-y. Tu sais ce que je veux dire. Où elle dit « Vous êtes pire que ces créatures, au moins ces créatures entre elles ne s'entretuent pas ». C'est vrai. Où elle parle à ce représentant de la fameuse corporation. Je vais dire Tyrell, c'est pas vraiment dans le même. Wayland, voilà, Wayland. Et donc Wayland, voilà cette corporation qui décide, en fait c'est une entreprise pharmaceutique, on peut le dire comme ça, ou scientifique, ou chimique,
qui, pour les progrès de la science, décide de prendre cette créature. Encore une fois, on vient avec ce thème écologique, de retourner la nature, la déformer, la détourner pour la toute-puissance de l'homme, etc., etc. En tout cas, dans le premier, c'était plus un film intimiste. Dans le deuxième que tu cites, là, on est plus avec un film un peu plus global, avec cette thématique de l'armement, cette thématique aussi de la colonisation humaine, de la maternité, très important dans le deuxième, avec cette petite fille. Mais dans le premier... Newt, voilà, Newt, tout à fait. Hein, voilà, qui a sa fille par procuration qu'elle récupère, parce que sa fille elle-même est morte de vieillesse. Enfin voilà, faut prendre un peu le délire. Mais dans le premier, il y a aussi une figure très forte de personnage principal qui est une femme, très rare à l'époque aussi. Oui, tout à fait. Voilà, en opposition à ce monstre. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne dénonçait pas beaucoup tous les problèmes de viol à Hollywood. Et qu'il se dit aussi que dans le scénario, Ridley Scott a voulu aussi implémenter cette thématique du viol, qui est clairement visible via cette langue phallique de l'alien. Est-ce qu'on a une puissance symbolique équivalente dans le jeu vidéo ou pas, hein? On a Alien Isolation, qui je suppose forcément, vu que c'est le même univers, l'explore. J'avais beaucoup aimé le jeu sur Super Nintendo, Alien 3, si tu t'en souviens. Oui, très chouette. C'était un des rares à avoir une chouette adaptation. Alien vs Predator, quand même, non? AVP? Non, le jeu vidéo, pas les films. Ah oui, je parlais de l'adaptation, des adaptations filmiques en général. C'est ça. Moi j'avais eu Alien 3 sur Game Boy à l'époque, qui était un RPG en japonais, je ne sais pas s'il avait été traduit. Je pense pas qui était qu'on vraiment l'ait pas, vu ici, vraiment pas terrible. Il y avait eu d'autres adaptations, le nom me reviendra plus tard. Les noms me reviendront plus tard, mais voilà, globalement on était quand même on est resté dans une mécanique assez plan-plan, comme on parlait tout à l'heure pour les précédentes adaptations, où le budget étant, le timing étant, on se dépêche de bâcler le Oui, le, en fait, en le- gros, le jeu. c'est que contrairement à des jeux où on a pris le temps, ça a été un peu la catastrophe avec, on en reparlera, le jeu vidéo E.T., où il y a eu, je pense, 3 semaines, c'est possible. Alien Trilogy sur PlayStation 1, excuse-moi, voilà, Oui. ça vient de retomber. Alien Trilogy, Qui était vraiment pas terrible. je me souviens, effectivement. Il n'a pas marqué les esprits plus que ça. Et donc, je pense que c'est la figure du monstre la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que le film est important dans le sens où les spectateurs aucunement et jamais ne s'identifient au monstre en regardant le premier Alien, aucunement. Oui. Sauf que par des subterfuges et par des mises en scène, évidemment, on suscite la présence par l'absence via les couloirs, l'acide, le bruit, etc. Mais surtout, au fur et à mesure de la vision, en tout cas des 3 premiers, on se rend compte que finalement, la vraie pourriture, c'est l'humanité et c'est pas cette créature. Et pour reparler de Alien Isolation, qui fait vraiment partie de mon top 5 des jeux vidéo d'horreur. Juste après, de ton top 5 à conseiller aux gens des jeux vidéo d'horreur. C'est vraiment un hommage, maintenant que tu en parles, ça c'est clair, c'est à mon sens un hommage au premier, dans le sens où la plupart des adaptations en jeux vidéo d'Alien, tu ne faisais que dézinguer des aliens dans des kilomètres de couloirs de manière assez non personnifiée. Le Alien Isolation, il s'agit vraiment finalement d'un face-à-face permanent entre toi, qui vient rechercher, je pense que c'était ta fille, justement, et le xénomorphe, en fait. Et dans ce sens-là, il s'agit finalement d'un des meilleurs hommages, je pense, au premier. Cette figure-là, effectivement. Et il aurait même pu être finalement adapté en film. Oui, ça aurait été intéressant. Exactement. Intéressant. Sans transition, tu les amènes. Il y a eu un add-on, dernier point sur Alien Isolation, qui reprend la scène finale en fait de Ripley. Dans le premier, du premier, il a injecté la créature dans l'espace. Exactement. Il y a eu un add-on par après qui a été fait. Magnifique scène où elle enlève ses habits, elle est en petite tenue. C'est une scène assez malaisante, hein. Justement, je parlais avec un close-up. Ouais, je parlais aussi de certaines symboliques, Geiger, sa sexualité, le viol, etc. C'est une scène assez symbolique pour ça et très puissante, très très puissante à regarder sous cet angle-là. Tu donnes des bonnes transitions parce qu'on a échangé par rapport à différents monstres. Alors il y en a des tas et des tas, hein, parce qu'évidemment vous allez me dire il aurait pu parler de ci, parler de ça. C'est un choix délibérément très subjectif. Et en parlant de subjectivité, peut-être que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ton top 5 de jeux vidéo, toi qui en a testé quelques-uns, on peut dire ça comme ça, même beaucoup.
Yes, yes, yes. Bon, on va faire chronologique, hein, parce que je déteste, je déteste faire des vraiment, je dirais, premiers, derniers, etc. Enfin, mais on va le faire chronologiquement, chacun fera son idée. C'est vraiment quelque chose de évidemment subjectif. On commence, on en parlait tout à l'heure, avec le premier Doom, 1993. Le contexte, John Romero. un jeu, c'est avec une iconographie sataniste Mhm. qui est fait au Texas. Texas, il faut savoir que quand tu prends l'autoroute au Texas, tu vois des églises blanches en bois environ tous les 500 mètres. Il y a C'est vraiment parfait. énormément d'églises. C'est un état qui est vraiment très croyant. Le duo Carmack-Romero. Incroyable. Carmack à la technique, qui est là pour vraiment faire la technique. Romero qui est là pour faire le level design. Un truc vraiment de malade mental. Les faits notables qui sont souvent oubliés, malheureusement, c'est toute cette ouverture du jeu à la création. Et c'est ce qui, 30 ans plus tard, fait que il est toujours très populaire en matière de créativité. Ces fameux fichiers WAD. Oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, tu pouvais modifier des niveaux entiers. Tout à fait. J'ai mais- même un ami à l'école en secondaire qui avait refait notre école en utilisant Exactement. les fichiers. de C'était base. du Minecraft un petit Exactement. peu Mais c'était avant l'ère. compliqué quand même. Hein. C'était compliqué. Tu pouvais très facilement remplacer les textures, c'est-à-dire que C'est ça. tu pouvais mettre des photos JPEG sur les murs. Je ne dirais pas ce que certaines personnes en ont Oui, fait. on voit tout ce que les gens faisaient à l'époque. Ils étaient assez créatifs. Il y en a même qui refaisaient les armes aussi. Hein. Oui. Ouais, qui refaisaient les armes. Et ce qui fait que maintenant, en fait, il y a un portail, je ne retombe plus sur son nom, je pense, qui s'appelle Doom World. Sur Doom World, on a en fait 18 000 versions homemade qui sont C'est incroyable. de Il y a même, Doom il y a qui même sont des accumulées. concours, hein, je pense, aux États-Unis où les gens arrivent à recréer Doom sur leur calculatrice et ce genre de délire. C'est quasiment devenu un sport national C'est un en sport fait. national, Dès ouais. qu'on a de la technologie, de la nouvelle technologie On fait Doom lo-fi, dessus. une nouvelle imprimante HP qui va sortir avec un écran monochrome, on met va Doom. essayer de mettre Doom dessus. J'adore. Pico 8, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est une console de jeu imaginaire Oui, qui dispose de son émulateur, vient de recevoir l'année passée, je pense, une version de Doom avec, je ne sais plus, c'est 16 pixels sur 16 pixels. 16 x 16. C'est 16 x 16, enfin les commentaires ajusteront le chiffre. Et donc on voit vraiment qu'il y a énormément... Moi, mon préféré dans cette liste hein, Ouais. de créations homemade, c'est Doomed Love. C'est assez délirant. Hein. Donc, c'est Ça- dans l'univers de Doom. C'est dans l'univers de Doom. On imagine un dating sim hein, Ouais. qui se passe avec des teenagers. Donc c'est un jeu d'aventure aux airs de College Movie US, Ouais. où chaque monstre finalement occupe le rang cliché de basketteur, de nerd. Le jocks, comme on l'appelait, c'est-à-dire le sportif, le nerd, Exactement, le fan exactement. de science, etc. Et donc on est à la veille du Icon of Scene Festival, qui est un peu le festival annuel où chaque monstre va montrer ses talents artistiques sur scène. C'est parfait. Et on se retrouve face à un cacomédon, par exemple, qui est dépressif, qui n'a pas d'amis. Et alors il faut choisir, est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on va essayer de lui donner confiance en lui? Est-ce qu'on va essayer de le diriger vers un amour pour le bal de promo qui va arriver un petit peu plus tard? Et il y a tout un univers qui est bâti avec ça, sur 5 fins différentes en fait, et c'est absolument merveilleux, c'est dessiné à la main. Dingue. De manière un peu infantile, c'est à télécharger sur Itch.io, c'est gratuit, ça s'appelle Doomed Love, c'est de David Cooper. Génial. Donc c'est à essayer, Vas-y, immédiatement. essaye. Alors, dans ton top, on peut passer au 4 peut-être? Ensuite, Alien Isolation. Oui, dont on a parlé énormément. Donc voilà, jeu qui suggère l'horreur, la peur via le son. On en a parlé pendant tout au long de l'émission. Vraiment cet amour du climax sonore en fait, hein, de la montée jubilatoire où on sent que le Alistair Hope, c'est un vrai ambianceur de salle. C'est quelqu'un qui sait caler Un un morceau, ambianceur. qui sait caler un morceau, qui sait caler Mhm. un morceau, qui sait faire un climax. Ça se passe exactement de la même manière, que ce soit dans le level design du jeu, que ce soit dans le sound design. Donc voilà, je reviens très rapidement sur le pitch. C'était juste après donc Alien le huitième passager. On suivait en fait, pardon, je me suis trompé. Alors là, grosse barre rouge sur ma main. Je me suis trompé. Donc on suit la trace d'Amanda, la fille d'Hélène Ripley, The Replay. qui cherche les traces de sa mère en fait, Mm. à Sévastopol. Ce qui était intéressant, Mégacité en fait, industrielle on ne orbitale. sait pas ce qui lui arrivait, donc c'est intéressant qu'on puisse suivre cette histoire. Exactement.
Donc voilà, gros point, gros coup de cœur, pas de gore facile évidemment, pas d'effluve de sang, claustrophobie, paranoïa La intense. totale. Excellent. Voilà. On n'a jamais vu, en fait, pour en retenir une chose, on n'a jamais vu un sound design, à mon sens, dans une grosse production qui soit Aussi abouti. aussi abouti en fait. Excellent. Numéro 3, après Doom, Alien Isolation, numéro 3. Là, on va revenir sur Terre, on va quitter l'espace. Tellement bien dans l'espace. Voilà. On retournera dans l'espace très rapidement. Alors, je sais que le nouvel opus est sorti, Resident Evil. Ah oui, il y en a eu Village, qui vient de sortir. Il y en a eu quelques-uns quand même maintenant. Il y en a eu une flopée, hein. Ça a commencé sur PlayStation 1. Le Director's Cut, j'ai très bon souvenir de celui-là. Influencé par l'œuvre mythique de Jacques Reynal, Alone in the Dark. Exact. On en reparlait. Le créateur de Resident Evil a avoué d'ailleurs il a finalement avoué, je pense, il y a 1 an. Ah, enfin, il était temps qu'il avait été influencé. Donc Resident Evil 7, 2017. Capcom, beaucoup de budget, beaucoup de pression évidemment, puisque c'est une grosse franchise. Encore une fois, des centaines de millions investis pour le développement du jeu. Et Capcom a les balls de passer de la 3e à la première personne. Ouais. Et on sait que c'est vraiment un passage qui peut être vraiment absolument casse-gueule. Casse-gueule, surtout pour une licence comme celle-ci d'ailleurs. Surtout pour une licence comme ça. Ouais. Et finalement, le résultat est absolument admirable parce que c'est une vue qui avance de manière assez lente. C'est un rythme qui n'a absolument rien à voir évidemment avec Call of Duty. C'est une terreur qui sointe via des subtilités en fait où on va vider son chargeur de manière très stressée sans plus avoir de balles par après. Il y a énormément de scènes qui m'ont fait penser à des tas de classiques du cinéma d'horreur de ces 20 dernières années. J'imagine qu'il doit y avoir quelques références et quelques citations. Hein. Donc il y a eu Saw, évidemment pour tout ce qui est torture, le côté torture porn. La famille de dégénérés qu'il y a dans ce jeu où on est enfermé dans une maison du Bayou, elle fait penser évidemment à The Devil's Reject de Rob Zombie, où finalement le mal n'est pas incarné par une seule personne, mais finalement est complètement congénital, complètement peu comme les dissous. Cénobites dans Hellraiser, par exemple. Les Cénobites, alors Hellraiser, mes parents m'ont interdit d'aller le voir au cinéma. Ça pour une autre fois. Ok, on expliquera. Ouais. Et donc, aussi tout le côté se planquer dans les faux murs d'une maison, ça m'a fait énormément penser au Sous-sol de la peur de Wes Craven. Énormément de références à ce film-là. Et les corps déformés à Giger, évidemment. Donc voilà, très belle prise de risque de la part de Capcom. Comme quoi, ils peuvent aussi prendre des risques des fois et c'est payant. On va passer peut-être au numéro 2 de ton classement. Numéro 2, 2019, 2 ans plus tard. D'horreur. 2 ans plus tard, Observation d'un studio qui s'appelle No Code. Alors là, je sens. C'est une histoire de dingue là quand même, non? C'est une très chouette histoire, que ce soit au niveau de la création. Suivi aussi. Avant de commencer à en parler, ce jeu, je sais que pas mal de gens l'ont pas aimé parce que le gameplay était assez, je dirais, limité à des puzzle games. C'est vrai que le jeu a des lacunes, mais moi, ça reste un coup de cœur parce que finalement, on se retrouve dans 2001, Odyssée de l'espace. Avec spoiler qui va avec, ouais. Spoiler alerte. Pas forcément, peut-être un peu plus tard. Dans la peau d'une intelligence artificielle. Qui s'appelle Sam pour le coup, et qui contrôle l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui est à la dérive à côté de Vénus, avec à son bord une seule survivante. Là, on pourrait aussi faire des parallèles avec Ripley, mais je pense que voilà, tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est juste par rapport à No Code, c'est que c'est l'ancien designer des interfaces en fait de Alien Isolation. Oui. Qui a décidé de faire son studio et de faire son jeu. Et en fait, c'est vraiment une histoire de famille et de musique, encore une fois de plus. La musique fait énormément, forcément, surtout quand on parle d'horreur et de suggérer l'horreur. C'est un jeu écossais. Donc c'est un jeu écossais et c'est vraiment la musique, comme en Angleterre, très importante, pop musique. Quand tu es en Irlande, tout le monde joue de la guitare, exactement. etc. Donc ce développeur-là, je reviens pas sur son nom. On retrouvera. Sinon. Graham McKillan. Pardon. Graham McKillan. Il a joué dans un group en fait de math rock qui s'appelait Futuro,
Il a joué dans des festivals qui s'appellent Teen the Park Ok. à Londres. Il est même encore sur iTunes, hein, si vous voulez aller regarder ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc vraiment son objectif c'était de dire moi je veux faire un jeu vidéo qui crée un sentiment en fait. D'accord. Moi mon objectif c'est pas tant, et là c'est peut-être pour ça que le gameplay est pas dingo, mais c'est vraiment de créer un sentiment et finalement c'est vraiment aussi le sentiment d'oppression, le sentiment d'enfermement et le sentiment de je me retrouve dans la peau d'un bad guy finalement, parce que tu vas mettre des bâtons dans les roues. Exactement. Tu dois pourrir Pourrir la vie de cette pauvre survivante qui se retrouve coincée dans cette station spatiale. Il faut savoir que pour la petite histoire, il a développé ça avec son frère et un pote d'enfance qu'il connaît depuis qu'il a 7 ans. D'accord. Donc en fait, c'est quand même une belle histoire dans le sens où on a souvent beaucoup d'histoires de jeux qui sont faits entre amis ou en famille, très compliqués. Là, on est quand même face à une histoire qui est quand même un peu pesée. C'est absolument... ça fait vraiment chaud au cœur de voir que voilà, Que c'est possible. avec un pote que tu as connu quand tu avais 7 ans, tu peux arriver à faire un projet. Alors là encore, le grain VHS, on en parlait, et les interfaces, elles font fort penser aux interfaces des années 80. C'est-à-dire que tu as des espèces de distorsions, tu vois des VHS qui sont un petit peu hantés, c'est vraiment une grâce esthétique, c'est quelque chose qui te donne des images saturées, qui te donne envie d'aller plus loin pour voir quelle va être finalement la prochaine interface. C'est peut-être mon côté un petit peu exquis des années 80. Oui, on aime tous les années 80, surtout notre génération, mais bon. Le studio là a fait aussi un autre jeu, donc No Code a fait un autre jeu qui s'appelle Stories Untold, qui est une série de 4 petits jeux, un petit peu comme les Contes de la Crypte, réunis sur un même jeu, qui a gagné un BAFTA, où en fait tu te retrouves aux commandes d'une espèce de Commodore 64, ça c'est un des jeux, dans un jeu d'aventure textuel, dans ta chambre d'enfant. Stories Untold, le logo c'est vraiment Stranger Things, faut savoir. J'imagine. Dans ta chambre d'enfant, et donc il va se passer des choses où le 4e mur finalement va être brisé. Comme dans Ferris Bueller. Exactement. Et donc, encore une fois, gros amour des anciennes interfaces. Tu as aussi un jeu qui se passe dans un labo scientifique où il y a une étrange entité coincée dans un coffre-fort que tu dois essayer de percer en déclenchant différents spectromètres, tensiomètres, radio, sondes, etc. Puis après une perceuse, enfin voilà. Donc voilà, No Code, grand maître de l'horreur et grand fan du grain VHS. Et Observation, essayez-le si vous êtes fan de 2001, si vous êtes fan d'espace. Cette ambiance-là, en tout cas. Pas de gore, attention, il ne s'agit pas vraiment d'horreur à proprement parler. Mais c'est quand même de l'horreur suggérée. Horreur suggérée, une horreur psychologique. C'est ça. Qui m'a aussi fait penser notamment à Portal, parce que ça on n'en parle pas assez. Mais Portal pour moi c'est vraiment quand GLaDOS te demande de sauter, de résoudre un puzzle, et que juste après elle te dit tu as raté ce puzzle, j'ai dû tuer un enfant à cause de toi, espèce de petite merde. Ça c'est vraiment de la maltraitance psychologique qui est tout au long du jeu. Il y a une page web sur Reddit, je pense, qui reprend toutes les pires interventions de GLaDOS qui te commande, qui commande tes faits et gestes. Et donc voilà, horreur psychologique à essayer vraiment. Et donc le numéro 1 ? Le numéro 1, et ça, c'est un jeune, il a 22 ans. Ouais. 22 ans, moi à 22 ans, je ne Moi sais aussi, pas où j'en étais, je suis très jaloux. C'est Adam Pape avec Victor Krauss. Adam Pape, il est belge, si je ne me trompe pas, il est gantois. Il est encore aux études, mais alors là, il faut savoir qu'il est développeur. Il est encore étudiant, c'est un truc. Il est encore étudiant. Son jeu, la notoriété de son jeu lui a permis de rentrer dans le studio qu'il est en train de développer, Shovel Knight 2, qui est un jeu en pixel art. Qui suit le premier épisode platformer qui avait vraiment bien marché. À 22 ans, c'est pas mal du tout. Un jeu qui s'appelle No Players Online. Qui a fait beaucoup de buzz justement en ligne. Est-ce que tu connais Unreal Tournament ? Oui. Est-ce que tu as joué à Unreal Tournament ? J'ai joué tellement de fois à Unreal Tournament. Ouais. Est-ce que certains moments tu ne devais pas attendre dans ces arènes Si, ouais. Et où finalement rien ne se passait. Pas grand-chose. Voilà. Adam a vraiment eu cette idée de génie avec No Players Online, de se dire, et si l'attente durait, je dirais, beaucoup trop longtemps. Et si à un moment, pendant mon attente, et là c'est gros spoiler alerte, je croisais le fantôme
de la femme décédée du développeur. Tout tourne autour de ça, c'est remarquablement amené. Là encore, il y a un grain VHS, quand on lance le jeu, on entend le déclic du magnétoscope qui se met en marche. Et son trait de... Enfin, c'était pas un trait de génie, c'était juste une blague, en fait. Le Adam, il a mis un easter egg dans ses menus, en fait. Dans le menu du jeu, il a mis un easter egg. C'est-à-dire donc des messages, des messages cachés, hein, on peut le dire, voilà. Et évidemment, un joueur, donc le jeu était gratuit, il est toujours gratuit sur Itch.io, un joueur a découvert cet easter egg, et il a commencé à échafauder des théories, le bruit s'est répandu, et finalement on en est arrivé avec deux youtubeurs, Billy Styler et Some Ordinary Gamers, voilà, comme ça je l'appelle bien, qui ont totalisé via des vidéos qui expliquaient un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette historique, doublé en plus d'indices qui avaient été glissés dans le trailer. 1,8 et 1,5 millions de vues. Ouais, c'est dingue, ça a vraiment fait le buzz. Donc le développeur, le créateur a vu ça. Il a vu que son petit projet finalement était pas si petit. Était en train d'exploser. Évidemment, Reddit a cartonné. Rock Paper Shotgun ou le Washington Post ont repris le truc. Et face à cet engouement-là, il s'est dit je vais créer en fait un ARG, donc un Alternate Reality Games. Je vais continuer à nourrir l'univers, la légende. Et donc le gars, en fait, il a été caché des objets dans la forêt tout près de Gand. Il a créé un faux numéro de téléphone avec Telenet, je pense, où il laissait un message en code Morse. Ce numéro de téléphone, finalement, la messagerie, elle a complètement explosé. Elle a saturé parce que les gens n'ont pas arrêté de téléphoner pour écouter, pour laisser des messages. Et je pense que ça reste un cas, finalement, qui est vraiment unique de jeu vidéo qui devient... un univers étendu. Un univers étendu transmédia. Ouais, voilà. Parce que c'est les fans qui ont un peu aussi adhéré directement au concept. Parce que tu avais cette base en fait. Ouais, et c'est pas et donc lui finalement il s'est fort inspiré de tout ce qui est creepypasta. Donc les creepypasta, donc en fait en gros oui, c'est un petit peu on peut dire des légendes urbaines qui gravitent autour du jeu vidéo et des personnages qui en sont nés. Est-ce que Slenderman fait partie un petit peu de cette univers des creepypasta? Oui, tout à fait. Momo, en fait tous les creepypasta, ça va se répandre comme les campfire stories, ces histoires qu'on se racontait au bord du feu, au coin du feu, pardon, que les Américains se racontent, sauf que ça se multiplie sur Facebook, ça se multiplie sur TikTok, ça se multiplie sur Reddit. Infinite Power. Et finalement, toute cette multiplication donne lieu à une culture. À une culture qu'on peut comparer à la culture populaire, séculaire, que ce soit des contes, que ce soit... on en a parlé, le Angry Video Game Nerd qui avait fait un film, un court-métrage assez impressionnant sur cette fameuse légende urbaine de cette bande d'arcade qui aurait été distribuée dans certains coins aux États-Unis afin de lobotomiser les gens. Polybius. Voilà, renseignez-vous sur Polybius. Polybius qui était un outil d'expérimentation télékinétique, psychologique, fomenté par le gouvernement américain. Pour maîtriser les esprits. Voilà, à des fins d'expérience, une borne d'arcade qui serait apparue pendant quelques mois dans la banlieue de Philadelphie. Les gens devenaient fous en y jouant, etc., etc. Ça a circulé dans le monde entier, cette légende urbaine. Ça a suscité des peurs aussi. Ça a suscité énormément de peurs. C'est une légende urbaine qui s'est fondée énormément sur le côté évidemment un petit peu mythique des bornes d'arcade, sur des films comme The Last Starfighter par exemple. Exactement. Qui imaginait une borne d'arcade comme outil de recrutement d'une force intergalactique. C'est vrai, on en parlait aussi en antenne, l'armée américaine a recruté comme ça. Exactement. Avec leur jeu. Exactement. Est-ce qu'elle s'est inspirée de The Last Starfighter? Je pense que ouais. Ça se pourrait. Et donc, gros monument de pop culture qui a dévié, Polybius, qui a dévié en jeu vidéo, parce que, dans des épisodes des Simpsons, dans des planches de DC Comics, de Batman, dans le court-métrage du Angry Video Game Nerd. Donc finalement, on voit qu'une invention, quelque chose, une légende,
devient un produit culturel à part entière, et dans 2 jeux que je ne peux que conseiller d'essayer, c'est-à-dire Spell Resort et Polybius Squared, qui sont 2 vrais jeux téléchargeables en vente, et qui sont, l'un des 2, je pense, a été utilisé justement dans le court-métrage de Angry Video Game Nerds. Ben voilà, on a un bon classement assez varié. Et ça permet aussi un peu d'explorer des choses de manière différente que simplement aller dans le shooter, voilà, où il faut dézinguer le monstre, au revoir, ciao. Il y a un vrai fond derrière. On a aussi à une ère d'un jeu vidéo mature, mais des anciens jeux étaient aussi déjà quelque part impliqués d'une manière ou d'une autre à essayer de créer quelque chose, de susciter quelque chose. On parlait de cette fameuse légende urbaine du Polybius, qui elle-même était née d'autres jeux, etc. Et ces légendes urbaines sont reprises par des réalisateurs nouvelle génération, transmédia, c'est ça, qui vont aussi utiliser disons, la crédulité des gens sur YouTube quand ils voient des let's play, par exemple, pour créer des histoires transmédia absolument phénoménales. Il y a 2 exemples qui ont vraiment fait date, c'est Petscop et Ben Drowned. Donc Petscop, c'est un jeu d'aventure qui a été créé par Tony Domenico. Ouais. Un jeu d'aventure qui reprend un cadre d'une maison de correction hyper glauque aux États-Unis, avec des graphismes super mignons, donc avec un contraste. Kawaii, exactement. Bien que ça ne se dit plus du tout kawaii. Là, ça se dit plus, mais on est vieux. Alors, je sais pas du tout. Dites-nous ce qu'on dit. Donc c'est un jeu qui a été créé expressément. Le gars a créé ça, donc le Tony Domenico a créé Petscop pour pouvoir faire croire qu'il avait trouvé ce jeu dans les tréfonds, comme un fun footage, dans les tréfonds d'internet. Et donc après ça, il a fait un let's play d'un jeu qui n'existe pas, qu'il a créé lui-même, qui faisait croire qu'il n'était jamais sorti et qu'il l'avait trouvé, pour alimenter finalement la rumeur. Les gens sont devenus absolument dingues quand ils ont découvert tout l'univers, et il y a eu comment dire, un engouement qui lui a valu finalement d'avoir été nommé roi des creepypasta, selon le New Yorker, qui est quand même un magazine de référence, et selon Kotaku. Le deuxième, c'est Alex Hall, donc, qui a créé Ben Drowned. Ben Drowned, c'est le prémisse, il avait posté ça sur un forum. Je ne sais plus si c'était sur Reddit, mais l'idée, c'était Zelda Majora's Mask, que lui trouvait dans un vide-grenier, avec l'étiquette qui était arrachée, un petit peu niquée. Et donc, il se rendait compte en jouant à ce Zelda-là que le Zelda était hanté par son ancien propriétaire, qui était un enfant de 8-9 ans, qui était décédé en fait. D'accord. Et donc voilà, il racontait, et donc lui il a modifié la ROM de Majora's Mask pour intégrer en fait dedans l'apparition. Cette apparition de cet enfant, et il s'est filmé en train d'essayer la cartouche après l'avoir trouvée, et c'était par exemple, je pense au deuxième, c'est pas tout de suite évidemment, au deuxième épisode, évidemment, il y a l'apparition qui arrive dans le Zelda, et là les gens sont devenus vraiment dingues, et ça je pense que c'est 2 exemples de transmédia influencés par les creepypasta, le let's play YouTube aussi, qui sont absolument merveilleux, quoi. Bon, on l'a vu, c'est très difficile d'aborder tous ces thèmes. En tout cas aujourd'hui on voulait aborder la figure du monstre, sa métaphore. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le jeu vidéo, on aurait pu aussi parler de jeux de plateau, de jeux de rôle, mais ce sera pour une autre fois. Merci Michi, est-ce qu'un petit mot de la fin? Merci Kamal, j'espère qu'il n'y a pas trop froid dans ce cimetière. Un peu, mais j'ai l'habitude. De toute façon, au pire, si on a un peu trop froid, on sait où aller se réchauffer. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, jouez peu, mais jouez bien. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me rappelle un peu ces slogans sur les bornes d'arcade, Don't use drugs. Exactement, Don't use drugs. Ouais, voilà, c'est ça. Merci à tous, c'était Nuit d'horreur, on a parlé de la figure du monstre, et rendez-vous pour une prochaine où on va délirer tous ensemble. Ciao.